Bonjour, bienvenue sur la vidéo du jour. Alors, pour comprendre le thème et la démonstration, il faut partir de la phrase de Delesquin, qui était un personnage d'extrême droite. Je ne reprends pas le mot à mot, mais si vous retrouverez la vidéo assez facilement sur Internet, Delesquin prétend qu'il est pour qu'on donne le Golan syrien à Israël. Cette phrase illustre mon analyse sur l'imposture fasciste-antifasciste. Alors je m'explique. C'est la voyoucratie en amont du mondialisme qui se manifeste par la réflexion de Delesquin. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison pour qu'une personne issue d'un pays extérieur s'ingère dans les affaires d'un autre pays en prenant une portion d'un pays à part entière pour le donner à un autre, qui plus est autre pays qui ne respecte pas les règles internationales. En réalité, Israël est la manifestation, dans ses représentants actuels, de la voyoucratie occidentale implantée dans les pays à indice de développement plus faible pour des raisons de narcissisme matérialiste, au détriment de la spiritualité. Donc quand Delesquin se permet de prendre dans son imagination une partie du territoire de la Syrie pour le donner à Israël, il s'inscrit dans la voyoucratie de l'extrême droite qui est en amont de la voyoucratie de l'extrême gauche. C'est-à-dire, parce que l'extrême gauche, il faut aussi caractériser, n'est absolument pas extrait de cette voyoucratie d'extrême droite, elle n'en est qu'une sous-version. Et pour comprendre donc cette imposture fasciste-antifasciste, il faut passer par l'antiracisme. Entre autres, on peut passer par d'autres exemples. Donc l'antiracisme, ce sont des gens issus de pays pauvres en général, qui, dans les pays où ils sont arrivés, usurpent l'identité des pays dont ils sont issus pour monter en grade au sein d'un système qui continue à piller les pays en question. En réalité, les gens qui se prétendent antiracistes sont inscrits dans des économies qui continuent par le néocolonialisme à piller les pays pauvres au profit d'un culte de la façade, et bien souvent un culte de la façade technologique, les deux pôles cosmétiques aérospatiales. C'est-à-dire qu'en réalité, l'extrême gauche prétend être antifasciste, antiraciste, anti-cela, mais quand on voit la guerre en Libye, qui est une guerre raciste, néocoloniale, où on a disloqué un pays qui certes était ambigu, mais qui, par son modèle économique, voulait permettre aux autres pays africains d'obtenir une autonomie par rapport aux pays riches, on voit bien que les écolos, Eva Joly ou Mélenchon pour l'extrême gauche, ont participé à la curée, si vous voulez. On peut difficilement se prétendre antiraciste, écologiste, ou antifasciste quand on est dans la reproduction d'une sous-version de la voyoucratie d'extrême droite que la phrase de Delesquin illustre. Donc là, je caractérise ce que c'est que l'extrême droite dans ses mauvaises tendances et l'extrême gauche dans ses mauvaises tendances. Est-ce qu'on peut résumer l'extrême droite et l'extrême gauche à ça? Non, mais enfin, ça en dit long. Donc c'est pour ça que je dis imposture d'extrême droite, imposture d'extrême gauche. Dans la politique étrangère, c'est une certitude. Alors, tout ça pour expliquer Zemmour. Parce que Zemmour, qu'est-ce que c'est? Alors, pour parler de Zemmour, donc qui s'inscrit dans la voyoucratie d'extrême droite, vous l'avez bien compris, il faut partir d'un principe qui est, par exemple, si vous prenez Adolf Hitler ou si vous prenez Mussolini, tous les deux sont issus en réalité de zones géographiques qui étaient plutôt déconsidérées dans la mouvance nationaliste. Et vous remarquez que ça surmotive les gens qui sont sous-considérés à devenir, si vous voulez, plus nationalistes que les nationalistes. Ça, c'est pour le mouvement d'extrême droite. Donc Zemmour, qui est issu des anciennes colonies françaises, a cette surmotivation d'être plus nationaliste que les nationalistes. Il est issu des colonies françaises du Maghreb, comme Alliot, l'ancien compagnon de Marine Le Pen. Donc on voit qu'il y a quand même une tendance, si vous voulez, dans le Front National devenu Rassemblement National, enfin vous avez compris, à
exprimer une pensée issue des colonies. Dans la tendance nationaliste, il y a une pensée issue des colonies qui est très présente autour de Marine Le Pen. Hein. Alors elle s'est détachée d'Alliot, mais on voit bien que les gens qui sont dans le Rassemblement national ont préféré Zemmour à Soral. Donc il faut identifier cette tendance. Alors il y a un piège avec Zemmour, c'est qu'il est juif. Donc lui, il a pas la motivation d'être plus nationaliste que les nationalistes en réalité sur le type d'Adolf Hitler ou de Mussolini, même si les fascistes et les nazis ne sont pas la même extrême droite que celle dont on parle en France quand on parle de Marine Le Pen et de Zemmour, qui en réalité, et ça c'est un questionnement que j'ai puisque je ne suis pas un expert de la question, mais on n'est pas dans l'extrême droite française dans des gens qui sont issus de familles qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, étaient du côté des nazis et des fascistes, mais qui étaient dans l'autre camp. Donc pour moi, c'est une extrême droite rabaissée, post-Seconde Guerre mondiale. Mais enfin, pour Zemmour, il a cette tendance de vouloir être plus nationaliste que les nationalistes, mais du côté juif, donc c'est-à-dire de détourner mimétiquement la mouvance prétendument nationaliste sur ces travers, de continuer à se poursuivre dans cette voyoucratie que la phrase de Delesquin illustre. C'est-à-dire que Zemmour est une énième illustration de la faculté de la mouvance juive sioniste à mimétiquement se substituer à l'extrême droite pour la tirer dans les mauvaises tendances au profit d'Israël. Et c'est là que Zemmour prend tout son sens, dans le fait qu'il a détourné le Front National après avoir été initié par Soral pour faire l'inverse de ce que Soral voulait. Et donc le fait que le Front National ait choisi le discours de Zemmour du clash des civilisations sur le modèle Palestine-Israël illustre l'imposture de ce faux nationalisme français qui persiste dans ses erreurs de déportation en amont. Effectivement, hein, c'est parce qu'il ne faut pas faire l'apologie de l'extrême gauche, de toute cette mouvance de sous-jacence qui prétend être antiraciste, anti-ceci, antifasciste, anti-cela, mais qui sont impliqués dans les guerres qui n'en sont que des produits dérivés de l'ancien colonialisme. Hein. Et alors, qu'est-ce que voulait faire Soral? Parce qu'il faut aussi caractériser Soral, lui. Soral, en tant que marxiste, a un rapport au sionisme plus avisé que l'extrême droite, parce que, si on prend le côté russe, les Russes sont embarqués aussi dans l'imposture voyoucrate du culte de la science et donc obligés de se déporter dans les pays pauvres pour piquer les ressources naturelles. Mais dans cette compétition mimétique des groupes orthodoxes zombifiés avec les groupes catholiques protestants zombifiés, on voit bien qu'il y a une différence d'enfoncement matérialiste, puisque l'Occident en est à financer des terroristes en prétendant être victimes pour continuer cette ingérence sous la houlette de l'extrême gauche. Or, les Russes n'en sont pas à ce point-là, si vous voulez. Mais ils sont bloqués aussi dans cette déportation sioniste. Mais, donc, il y a une différence dans le rapport colonialiste entre les orthodoxes zombifiés et les autres. Ils sont moins enfoncés. Donc, on peut en déduire que le rapport marxiste est beaucoup plus avisé par rapport aux sionistes, paradoxalement, alors que Marx et Rothschild travaillaient ensemble pour dégrader la culture orthodoxe pour l'un et le nationalisme occidental pour l'autre. Donc la vision marxiste aura un rapport plus lucide sur le sionisme. Et donc Soral, dans sa lucidité de marxiste, avait vu que la dérive patronale avec cette histoire de migration forcée accompagnée par la mouvance juive sioniste sur la mouvance juive sioniste a toujours accompagné les gens dans leur travers de déportation au profit d'Israël, si vous voulez. Ils exploitent la déshérence de la pensée collective française, qu'elle soit d'extrême gauche ou d'extrême droite. On le voit avec Zemmour, ils ont cette faculté d'être dans tous les coins. Hein. Ils ont aucun problème avec ça, si vous voulez. Hein. Il faut bien comprendre le mimétisme substitutif des Juifs pour détourner les gens à leur profit. Donc, Soral avait vu que la dérive patronale et l'importation des immigrés allaient être propices à possiblement fomenter un conflit civil en France pour éventuellement permettre au patronat de se dédouaner de la dette accumulée, de la mauvaise gestion, si le Front National arrivait au pouvoir. On peut toujours déclencher une guerre civile en montant les gens les uns contre les autres. Et Soral s'était dit, eh bien dans ce cas, il faut enlever les charges de dynamite et essayer de trouver une pensée cohésive, accommodante pour empêcher, donc faire une réconciliation nationale et empêcher un clash des civilisations. Zemmour fait l'inverse. Il a été initié par Soral pour détourner le Front National
sur le côté inverse de ce que Soral voulait faire. C'est pour ça que je pense qu'un débat Soral-Zemmour est un débat dans le mauvais sens, en réalité. Ça n'a aucun intérêt, puisque, en réalité, Zemmour, c'est rien du tout. C'est une imposture mimétique sur l'hypocrisie du Front National à ce qu'on perd dans une voyoucratie pro-israélienne, c'est-à-dire un culte de la façade possessif matérialiste au détriment des pays pauvres, au lieu de se reprendre chez soi véritablement. Donc, je suis effectivement contre le national-sionisme, vous l'avez compris. Et Soral a bien caractérisé ça. Maintenant, la question, c'est est-ce que Soral est la solution ? Je pense que c'est à peu près le seul qui lutte, mais on est quand même dans cette France rabaissée post-Seconde Guerre mondiale, avec un type issu quand même des générations qui étaient du côté de la résistance. Soral est issu, c'est la première génération, les premières générations nées de la résistance d'après-guerre, si vous voulez. Il est inclus idéologiquement dans tous les mouvements qui ont été dans le mauvais sens, mais en amont, c'est-à-dire Robespierre et la Révolution française, et Marx et le bolchevisme. Alors pourquoi je dis que c'est être dans le mauvais camp ? Parce qu'effectivement, la Révolution française a consisté à substituer à une économie catholique une économie libérale anglaise. Parce que tous les gens qui ont pensé la Révolution française ont été initiés à l'économie anglaise en amont, ou aux idées libérales anglaises. Donc Robespierre a été un idiot utile en amont, si vous voulez. Donc on ne peut pas défendre Robespierre en réalité dans l'absolu. On ne peut pas non plus défendre le Marx et le bolchevisme qui ont fait exactement la même chose que les révolutionnaires français ont fait à la catholicité à cette époque-là. Un peu plus tard, il y a eu effectivement la même chose en Russie avec les orthodoxes et les têtes couronnées de l'époque. Alors pourquoi je dis qu'on ne peut pas être de leur côté ? Parce que ce n'est pas une émancipation par la droiture, c'est une émancipation par le meurtre. Et donc, ce n'est pas une émancipation par la sagesse. Ce qui veut dire que tous les gens qui sont en amont de ces impostures révolutionnaires sont ensuite ciblés par une sous-jacence qui réclame son dû. Mais c'est le processus de Gaulle qui va du côté de Londres contre le nationalisme fasciste et nazi et qui ensuite est récompensé par les Américains via mai 68 qu'ils appuient avec les justionnistes en manipulant les jeunes sur la complaisance effectivement des générations gaulliennes à pas se remettre en cause et à pas amorcer un changement. Il faut bien comprendre que les gens sont capables d'identifier ça. Et j'ai dit que c'était une spécialité française. Regardez Mitterrand quand il reprend une journaliste jeune qui dit OK, et lui, comme il est un peu, il a un résiduel aussi un peu ambigu de la Seconde Guerre mondiale, il sait qu'il y a une tentative d'assimilation économique de la France par la mouvance judéo-protestante. Donc il la reprend et dit non, il n'y a pas de hockey. Mais la fille, elle a bien compris qu'il était laxiste, que c'était la gauche, et donc elle continue son hockey, elle s'en fout. Et ça, c'est l'illustration de ce qui s'était passé avant avec De Gaulle, qui était un peu plus viril dans le rapport, si vous voulez. Mitterrand était beaucoup plus laxiste. Et je dis, un débat Zemmour-Soral, c'est aller dans le mauvais sens. Il faudrait effectivement un débat au sein de la mouvance nationaliste pour se détourner de Zemmour. Voilà. Imaginez un débat Chirac-Sarkozy, ça n'a aucun sens, ça va du côté de Sarkozy, si vous voulez. Ou un débat de Gaulle-Chirac, ça va du côté de Chirac. C'est toujours dans le mauvais sens que ça se passe. Ou un débat Pétain-De Gaulle, ça va aller du côté de Gaulle, si vous voulez. Mais dans ce cas, ça va du côté de la superficialisation de la culture française, c'est-à-dire la zombification du catholicisme par le judéo-protestantisme zombifié lui-même. Et donc une juilisation, donc l'imposture de voyoucratie de l'actuelle extrême droite, si vous voulez, dont il faudrait s'extraire. Donc après, parce qu'il ne faut pas être injuste avec Soral, est-ce que c'est un vrai marxiste ? Parce qu'il vient d'une famille d'aristocrates déclassés, d'après lui. Ça veut dire qu'il aurait fait du marxisme par défi par rapport aux autres. Donc il a une double lecture, il a la lecture de l'avantage de classe et la lecture de la lutte de classe, sans avoir mis les mains dans le cambouis. Il l'a voulu lui-même, il a une admiration pour les travailleurs parce qu'ils le servent quelque part, et lui, il n'en est pas capable c'est ce qu'il dit, il n'est pas capable de réparer sa moto, il a besoin d'un plombier, si vous voulez, donc il vénère un peu les travailleurs sur lesquels il se repose. Donc là, on a quand même une vision aristocratique, élitiste, si vous voulez. Mais il bascule du côté du marxisme par défi contre tous les autres qui l'ont méprisé, où il était un peu au-dessus du lot, si vous voulez. Bon, on ne sait pas, Soral a une personnalité complexe, il est capable de jouer sur tous les tableaux,
Bon, on peut soupçonner qu'il fait du Staline, c'est-à-dire qu'il utilise les idées d'extrême droite pour sauver les meubles de cette résistance post-seconde guerre mondiale du type gaulien qui est en déshérence, si vous voulez. Hein. Staline, à un moment donné, a fait la révolution bolchevique avec les juifs, et puis ils ont fait tellement de massacres au sein de l'appareil d'État bolchevique qu'il a été obligé de les virer en utilisant du nationalisme. On peut se demander si la pensée marxiste, soralienne, robespierrienne, de gauche en réalité, ne puise pas dans les idées d'extrême droite pour sauver les meubles, après avoir participé historiquement à dégrader ou pendant la Révolution française l'héritage qui est vendu aujourd'hui de plus en plus par les néolibéraux, ou pendant la Seconde Guerre mondiale, excusez-moi, les résistants français ont participé à être le pont, le levier des anglo-saxons, et donc à l'assimilation de la culture française par le judéo-protestantisme. Alors est-ce que... Ben oui, après vous allez me dire, il revient là-dessus. Les bolcheviks ont été financés par les Anglais, ils sont passés par la Croix-Rouge contre l'orthodoxie, si vous voulez. Donc c'est peut-être cette explication qui est si vous voulez, c'est pareil. Les révolutionnaires français sont inspirés des idées libérales anglaises. Donc il y a un problème dans les bases idéologiques de Soral à lutter contre l'assimilation anglo-saxonne, parce que les courants idéologiques dont il est issu ont tous été poussés par les anglo-saxons contre la culture française. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, et l'ambiguïté, c'est de se poser la question, est-ce qu'il est véritablement un marxiste, un robespierrien, ou est-ce qu'il fait pas un peu du hurrah blabla pour se mettre tout le monde dans la poche, s'il vous plaît? Ce que moi, je constate, c'est que le rapport émancipatif d'Alain Soral n'est pas apaisé et pacifique, il est encore impliqué dans la violence, si vous voulez, en amont de celle que je critique. Mais en tout cas, on a défini l'imposture de l'extrême droite voyoucrate, parce que ça n'est pas que ça, l'extrême droite, et l'imposture de la voyoucratie d'extrême gauche, même si l'extrême gauche, ça n'est pas que ça. Dont la manifestation est le soutien, si vous voulez, à Israël, qui est la manifestation, parce que c'est le côté voyoucrate des juifs qui se manifestent par la politique, les responsables politiques actuels, c'est-à-dire que il y a la voyoucratie en Israël qui correspond mimétiquement à celle de l'Occident par déportation, en réalité. Les Juifs sont capables de produire des gens de qualité, mais on ne les voit pas apparaître, ni dans les médias, ni quoi qu'est-ce, parce que ce qui correspond à la société actuellement, c'est la médiocrité, quoi. Donc, Israël est la manifestation d'une complaisance collective dans la possibilité narcissique au détriment de l'émancipation spirituelle en réalité. J'ai expliqué le mythe d'Icare, l'imposture de Prométhée, et vous pouvez rattacher ça au labyrinthe aussi, et le Minotaure. Hein, vous pouvez prendre la mythologie grecque, c'est vraiment un bon outil. Et alors, ce qui est assez impardonnable pour un marxiste comme Soral, c'est de ne pas avoir saisi l'opportunité de travailler sur l'assassinat de Kennedy correctement. Puisque Kennedy a été assassiné par l'extrême droite en amont, pour des raisons d'anticommunisme. C'est-à-dire que quand Kennedy a voulu stopper la guerre froide et arrêter cette culture de la fausse économie belliqueuse de confrontation stérile, quand il a voulu stopper ça, c'est l'extrême droite qui l'a assassiné pour raison d'anticommunisme, et c'est passé avant l'antisionisme. C'est-à-dire que ça a été au bénéfice d'Israël, car effectivement, on est dans la parabole des coqs, la confrontation entre les protestants, les catholiques et les orthodoxes, c'est la dégradation des mouvements chrétiens au profit d'Israël. Et l'extrême droite a fait passer cette hypocrisie matérialiste de conflit, si vous voulez, avant l'antisionisme. Et comme aujourd'hui, on a une anti-Russie hystérique en provenance de l'extrême gauche, il fallait comprendre que, en réalité, l'extrême gauche actuelle n'est qu'une sous-version de l'extrême droite de l'époque, dans les années 60, qui était hystériquement anticommuniste. Vous remarquez qu'aujourd'hui, l'extrême droite n'est pas rabiquement anti-russe, elle est plus accommodante. Tandis qu'à l'époque de Kennedy, ils étaient hystériquement anticommunistes et catégoriquement anticommunistes, à tel point qu'ils ont assassiné Kennedy
en prétendant que c'était un sympathisant communiste. Et c'est l'extrême gauche qui, par l'anti-Russie, a repris le credo. Pourquoi? Parce que on a dégradé l'héritage des années 60 par Woodstock et mai 68 et créé une sous-version sioniste en réalité de l'extrême droite impliquée dans l'assassinat de Kennedy. Ce qui veut dire qu'Obama n'est absolument pas issu de la lignée de Kennedy, mais en est un travestissement sous l'effet des déviances, des effets de mode juivisés de Woodstock et de mai 68. Et donc, de travailler sur l'assassinat de Kennedy pour un marxiste comme Soral aurait permis de comprendre ce à quoi est confronté Trump aujourd'hui. Puisque les mêmes qui veulent tuer Trump sous prétexte qu'il serait un sympathisant pro-russe sont issus de l'héritage de l'assassinat de Kennedy idéologiquement. Et donc, je vous conseille, si vous voulez bien comprendre les choses, mon interview avec Harley Schlesinger sur l'assassinat de Kennedy, même s'il faut le compléter par la critique de l'implication d'Israël que produit Égalité et Réconciliation. Et eux, ils font pas le travail de la critique du monde anglo-saxon que je produis. Donc vous pouvez coupler, si vous voulez, pour avoir une bonne vision, les deux choses. Je dis, Égalité et Réconciliation, ils sont faibles dans la critique du mimétisme anglo-saxon parce qu'ils sont français et que les Français, historiquement, sont aussi des Nordiques mélangés. Donc ils ont beaucoup de mal à se désimbriquer de la superficialité anglo-saxonne qui les prédate, si vous voulez. L'assassinat de Kennedy était un point clé pour comprendre pourquoi l'anti-Russie d'aujourd'hui est issue en amont de l'extrême droite américaine qui était anticommuniste, si vous voulez. Et Israël a toujours appuyé les deux aspects, si vous voulez, mais n'en est qu'à l'époque de Kennedy qu'une sous-jacence qui accompagne, si vous voulez, même si après le 11 septembre, les juifs sionistes ont pris beaucoup plus de poids dans la réalité des rapports de force. À l'époque de Kennedy, le noyau dur était les protestants extrémistes sionistes. Et vous allez me dire, oui, mais l'extrême gauche, on va dire démocrate américaine, il faut caractériser ce que c'est l'extrême gauche. Vous avez les démocrates, Hillary Clinton, que je dis c'est l'extrême gauche, mais vous avez une sous-extrême gauche qui pourrait être l'écolo, la américaine, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est juive d'ailleurs, Jill Stein, et puis l'autre qui se prétend marxiste alors qu'il est en fait un trotskiste à l'américaine. Comment il s'appelle? Bon, les deux sont juifs, hein. Et donc ça c'est parce que moi c'est vrai que j'utilise l'extrême gauche assez facilement en réalité j'ai même tendance à dire que les gens de droite sont des gauchistes en fait, ce qui est complètement idiot, mais il faut comprendre ma pensée, c'est-à-dire que la droite et la gauche sont vraiment en dessous par rapport au Front National, même s'il y a une porosité, si vous voulez. Et c'est pour ça que des fois j'utilise les termes Jill Stein et Bernie Sanders sont vraiment l'extrême gauche sioniste, si vous voulez. Mais dans ce cas, comment caractériser, on va dire, est-ce que on peut dire que Hillary Clinton est de gauche, donc du coup sioniste? Et moi, pour pas qu'il y ait de confusion, je dis que c'est toute l'extrême gauche sioniste en réalité. On peut dire qu'elle est les écolos et Bernie Sanders, c'est une sous-version de l'extrême gauche, parce que il faut faire la différence entre la droite, la gauche et l'extrême droite, et comme à chaque coup que la droite et la gauche sont au pouvoir, ils font exactement la même chose, je simplifie en fait. Ce qui est peut-être une erreur, parce qu'il y a des gens qui sont plus pointus au niveau des termes et de la géopolitique. Enfin bon, vous voyez bien qu'en amont, il y a une voyoucratie d'extrême droite très, très bien illustrée par la phrase de Lesquin, qu'on comprend dans l'extrême droite américaine, et que c'est repris à son compte par une sous-version de l'extrême gauche. C'est ça que j'expliquais dans l'imposture fasciste-antifasciste et qui est exploité aujourd'hui par Zemmour dans l'extrême droite française sur l'hypocrisie à pas vouloir faire d'efforts véritables. Donc Soral avait bien vu les enjeux futurs de la société française, mais il n'est pas assez fort parce qu'il n'est pas en réalité... alors je ne fais pas l'apologie des nazis ou des fascistes, mais l'extrême droite nazie ou fasciste est au-dessus, effectivement, de l'extrême droite qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est que, en réalité, le haut du panier de ce qui était de l'autre côté de l'extrême droite pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque les Le Pen n'étaient pas des sympathisants mussoliniens ou fascistes, ils étaient du côté de la résistance, si vous voulez. Et Soral est issu d'une lignée de résistants qui n'était pas du côté donc de Mussolini et des fascistes. Donc le nationalisme d'aujourd'hui est dans le syndrome
Churchill, c'est-à-dire les antifascistes d'hier sont devenus les fascistes d'aujourd'hui, si vous voulez. Alors après, je ne suis pas un spécialiste, donc les gens peuvent dire oui, mais ta lecture est biaisée, tu te trompes. Mais d'un autre côté, moi, quand je regarde les néo-nazis en Ukraine, excusez-moi, ils sont financés par Soros. C'est-à-dire qu'en réalité, ils n'ont rien à voir avec Hitler ou Mussolini. Parce que si on regarde Hitler ou Mussolini, dont je ne fais pas l'apologie, puisque eux aussi étaient embarqués dans le culte de la science en amont. C'est pour ça qu'ils se sont fait dégrader par une sous-jacence qui réclamait son dû, si vous voulez, sur l'incapacité d'arrêter la déportation colonialiste. Les Allemands étaient des colons aussi, ils étaient implantés un peu partout, un peu moins que les autres. C'est pour ça que dans la compétition mimétique, il y a toujours une jalousie et une volonté de se substituer à quelqu'un qui amorce pas véritablement un changement. Mais vous remarquez que, sauf si je me trompe, on est vraiment dans une sous-version de l'extrême droite aujourd'hui. Donc en fait, c'est pour ça que le mimétisme zémourien, c'est rien du tout dans l'absolu, quand on prend de la hauteur sur tout ça. Et Soral essaye de sauver les meubles d'une France résiduelle post-Seconde Guerre mondiale qui n'est plus dans le nationalisme d'avant, qui est dans une sous-version en fait, et qui utilise les idées d'extrême droite d'antan pour sauver les meubles. Après, je peux peut-être me tromper parce qu'il y a une lecture parfois ambiguë avec Soral dans ses origines. Il fait du marxisme par défi par rapport aux autres en réalité. Il faut faire attention aussi à ça. Mais il est inscrit dans des... Moi, je vais être catégorique. Les révolutionnaires violents sont éliminés de l'absolu spirituel parce que la seule façon d'aller vers Dieu, c'est l'émancipation par la droiture, la sagesse et la non-violence. Voilà. Alors après, je ne dis pas qu'il faut être laxiste, ni qu'il ne faut pas être capable de savoir se défendre et d'être ferme. Mais en étudiant les uns et les autres, leur rapport à Ben Laden parfois, ou à El-Baghdadi, ou ce genre de choses, je me dis, il y a une tendance violente non émancipée. Voilà. S'il y a des spécialistes d'extrême droite pour me dire que je me trompe sur le rabaissement du Front National, alors je disais les néo-nazis en Ukraine, oui, parce que j'avais oublié, financés par Soros. On voit mal Adolf Hitler ou les fascistes qui avaient capturé un Rothschild pour demander une rançon, être financés par des juifs sionistes, si vous voulez, pour leurs revendications. Or, les néo-nazis en Ukraine, c'est ça. C'est une sous-version, en réalité, totalement sioniste de l'extrême droite dont ils se revendiquent. On est dans du n'importe quoi. En plus, eux, c'est franchement, il n'y a aucune complaisance à avoir avec les néo-nazis ukrainiens. Il y a une manipulation des gamins, violence stupide. Je veux dire, il n'y a rien à sauver dans rien à sauver. Quand il y a de l'humain, il y a toujours quelque chose, si vous voulez, mais il n'y a pas vraiment d'excuse pour les néo-nazis ukrainiens à leur comportement. Ils travaillent sottement à rabaisser les choses au profit de la dégradation de l'influence russe par le mimétisme hystérique qui finance le terrorisme dans sa compétition mimétique. Donc non, on ne peut pas cautionner les néo-nazis ukrainiens. Mais on voit bien que ceux qui se prétendent néo-nazis, fascistes, en fait, ne sont absolument pas... Regardez le juif Schuss. J'ai dû le mettre en ligne. Si on exclut la violence à la fin où il tue le juif, il y a véritablement dans la pensée nazie la compréhension que les élites se complaisent dans le culte du luxe au détriment du peuple et que c'est exploité par les Rothschild au profit d'Israël et de leur... donc il y a une certaine branche du judaïsme qui, mimétiquement, profite de ça. Et alors, bon, après, c'est du populisme. C'est-à-dire, moi, ce que je critique un peu chez Soral et chez les nazis, c'est qu'il y a le fait de faire croire que le pauvre petit peuple est victime de tout ça, alors qu'en réalité, le peuple est complice. Voilà, je vais être... la complaisance dans ce que propose le patronat est une caractéristique des gens du peuple. Il peut y avoir une réaction collective pour ne pas descendre au-delà d'un certain point et juger qu'il y a la possibilité, peut-être des leaders ou des représentants qui tiennent la route, parce que les gens sont observateurs. Ils regardent des forces en puissance et ils se disent, tiens, ça tient la route, donc on peut compter sur quelque chose de... Tu sais, c'est comme certaines femmes quand elles jugent les hommes, elles regardent la bonne santé, la capacité de tenir,
Et c'est un peu... les gens sont pas dupes, hein, ils regardent un peu quand ça tient, si vous voulez. Donc, il y a une complaisance populaire, mais il y a aussi parfois une lucidité collective qui ne descend pas au-delà d'un certain point. Le problème, c'est que ça, on peut toujours croire dessus, mais vous regardez l'histoire, ça a toujours été du côté, effectivement, des guerres de masse pour maquiller une imposture hypocrite et continuer la mascarade. Donc il faut faire très attention. Il y a des facultés qui existent chez les gens, mais c'est souvent, ça va souvent dans le mauvais sens. Donc je ne vais pas faire du populisme. Les gens sont très complaisants avec la facilité du culte de la science proposée par le patronat au détriment d'un redressement. Et c'est ça l'enjeu. Hein. Il y a les plus sages qui ne sont pas encore là, donc il y a quelque chose à jouer. Et c'est ce qui manque à Égalité-Réconciliation. Hein. Il faut qu'ils mettent plus l'accent, à mon avis, sur ce culte des technologies aliénant. Et cette complaisance collective là-dedans, au détriment des pays pauvres, qui explique l'imposture zémourienne qui consiste à pousser les Français à aller vers une guerre civile au détriment d'une réconciliation nationale. Ce qui permettrait éventuellement, alors il y a deux choses, ou c'est pour aller à un conflit civil, ou c'est pour avoir un front national de type nationalisme juif, si vous voulez, ce qui est quand même assez fort de café. Enfin, ça peut également éventuellement servir au patronat aliéné de maquiller sa mauvaise gestion par un conflit civil. Hein. Ça va dans le mauvais sens en tout cas. Donc il faut être vigilant, il faut regarder. Alors je comprends que ce que je dis c'est compliqué, il faut faire un travail sur soi pour avoir les clés de lecture, et même quand on travaille c'est jamais simple. Mais bon, je préfère l'exposer, moi ça peut toujours servir à quelqu'un. Voilà. Alors je dis ça à chaque coup, et c'est parce que je suis un peu dépité, si vous voulez, parce que je me rends compte que ce que je dis est un peu trop compliqué. Dans le fond, les gens ont l'impression de comprendre, mais c'est un peu comme les poissons dans l'eau. Ils ne sont pas retirés de l'eau, donc ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans l'eau. Et bien souvent, moi, j'ai l'impression que les gens disent oui, oui, j'ai bien compris, puis en fait, ils ne se rendent pas compte que ça a une dimension un peu plus vaste que ce qu'on pourrait croire en réalité. Alors en plus, comme j'ai un style qui est assez vulgaire, on va dire, les gens ont tendance à me prendre de haut. Ils ont tort, je dis pas des choses stupides, il y a une dimension plus élargie que ce que les gens peuvent penser. Bah, en réalité, pour le simplifier, il faudrait que les gens se rééquilibrent par rapport à leur complaisance matérialiste au détriment des pays pauvres. On ne peut pas atteindre l'absolu collectivement et ce genre de choses, mais il y a si vous voulez, il y a un équilibre à retrouver. Les gens sont beaucoup trop déséquilibrés, si vous voulez. Et la manifestation voyoucrate israélienne en est l'illustration. Donc la clé, c'est l'émancipation par la droiture et la sagesse et la non-violence, et ça passe par la compréhension de l'histoire du Christ, comme je l'ai expliqué à mon avis sur mes vidéos, même si c'est peut-être incomplet ou des gens plus pointus pourraient développer plus, si vous voulez, et puis par la mythologie grecque, et puis aussi par le fait de ne pas confondre les religions avec la vérité dans l'absolu. Les religions sont une tentative d'approcher la vérité. Mais ça peut décevoir les gens par rapport à des représentants des religions qui ont trahi leurs préceptes par leur propre comportement, si vous voulez. Donc il faut se réapproprier la vérité absolue au travers, si vous voulez, du récit qu'on nettoie pour bien comprendre. Donc j'essaie, moi, de faire ce travail sur la mythologie grecque et la vie du Christ pour essayer de rendre un peu de vérité, si c'est possible, ou si j'ai le niveau, ou si j'ai assez si j'arrive assez bien à expliquer les choses pour le faire, tant mieux, quoi. Après, je sais pas, et j'attends souvent. J'ai des gens qui commentent, qui posent des questions, ça me donne un retour, si vous voulez. Et j'ai surtout l'impression que c'est compliqué quand même, parce qu'effectivement, il faut travailler sur son enfance, son adolescence, se désimbriquer de la prédation intergénérationnelle. Et le psychisme, ça refoule, hein, parce que c'est difficile hein, d'accepter certaines choses. Mais c'est là que le nœud du travail doit se situer. Après, tout le reste prend sens, si vous voulez, est beaucoup plus simple.